venant à constituer le quart des obus tirés à la fin du conflit. Leur emploi et les séquelles physiques et psychologiques qui en résultent marquent de manière durable les esprits dont l'emploi était déjà sanctionné par le droit international avec les conférences de l'Haye de 1899 et celles de 1907. Cette volonté de voir disparaître ces armes au front, elle est d'abord portée par la population civile à travers son engagement dans des mouvements pacifistes et elle se voit également appuyée par le gouvernement qui tente par la même occasion de temporiser les craintes liées à l'éventualité d'un prochain conflit chimique. En coulisses, pourtant, l'impératif de rester à jour en matière d'innovation technique dans le domaine chimique demeure, comme en témoigne cet extrait issu d'un rapport militaire transmis au Quai d'Orsay en 1921. Oui, c'est là. Il s'agit ici d'un capitaine qui dresse au gouvernement un bilan de la Première Guerre mondiale et qui en vient à le conclure de la manière suivante. En résumé, l'emploi des gaz mortels a été accepté forcément par tous les belligérants. Il donnera aux guerres futures un caractère de traîtrise et de cruauté qu'il faudra regretter, mais qu'on ne pourra éviter. Les peuples faibles ou mal outillés industriellement doivent se mettre sans retard à l'abri d'une surprise s'ils ne veulent pas être accablés en un moment et succomber sans sauver au moins leur honneur. Par bonheur pour eux, la fabrication des nouveaux moyens de destruction dépend surtout de la science et est relativement peu. Donc, la défense restera possible. Donc, à l'époque où cet officier s'exprime, le protocole de Genève n'est certes pas encore en vigueur, mais de nombreux traités et négociations traduisent d'ores et déjà cette volonté de prohiber l'emploi d'armes chimiques, notamment à travers les dispositions du traité de Versailles. Et ce que l'officier met ici en relief, c'est le caractère inéluctable de la guerre chimique en dépit de la cruauté et de la dimension perfide qu'il lui attribue. Il anticipe également la manière dont la conduite de la guerre peut déboucher sur des conflits asymétriques, c'est-à-dire des conflits où l'adversaire promet d'être terrassé et anéanti par l'arme chimique, tout en assurant que ce désavantage peut être aisément surmonté grâce aux faibles coûts liés à la fabrication de ces armes. Contre la crainte d'outrepasser la norme en cours et de s'attirer les foudres de la communauté internationale et de l'opinion publique, et celle d'accuser un retard technologique par rapport à d'autres pays, l'espace colonial apparaît pour les puissances impériales comme un terrain d'expérimentation pour faire usage d'une arme interdite. Donc maintenant, on peut passer à la section suivante. Si on en revient maintenant au contexte de la guerre du Rif, là où les Allemands avaient été qualifiés de barbares lorsqu'ils ont eu recours au gaz asphyxiant pendant la Grande Guerre, il s'agit maintenant de la barbarie de l'ennemi qui exige et qui justifie leur utilisation. Donc, dans ces quelques télégrammes que je vais vous présenter maintenant et qui ont déjà été à plusieurs reprises étudiés par d'autres historiens, on voit le général Lyautey formuler la demande d'obus à épérite. Donc, dans cette missive du 4 mai 1925, il en fait la demande au même titre que d'autres matériaux de guerre. Il exprime, en raison d'événements front nord, estime indispensable de constituer en réserve approvisionnement obus et bombes aviation à hypérite pour me permettre éventuellement d'interdire certaines zones ou points vitaux où, en raison faiblesse effective, je ne me trouverai pas en mesure d'exercer action effective. Donc ici, le maréchal Lyautey préfère savoir qu'il peut disposer de stocks d'hypérite qu'il n'envisage pas d'employer dans l'immédiat, mais qu'il perçoit comme un moyen de pallier au manque effectif. Si on prend cette fois le télégramme du 6 juin 1925, on voit le maréchal se faire beaucoup plus pressant sur sa demande et adopter un ton presque suppliant en s'adressant à son ministre de la Guerre. Enfin, je vous ai renouvelé par mon télégramme numéro 106 MS du 6 juin la demande d'obus numéro 20. Je ne l'ai pas précisé, mais les obus numéro 20, ce sont des obus destinés à contenir et diffuser le gaz méthane.
Ils sont indispensables. Dans les combats qui viennent de se livrer à Touna, ils auraient singulièrement allégé la tâche dans les secteurs de tranchées dont nos troupes n'arrivaient pas à venir à bout et qui leur faisaient subir de lourdes pertes. Nos adversaires procèdent avec une telle sauvagerie, une telle cruauté, mutilant les blessés et prisonniers, rasiant et brûlant, que tous les moyens sont justifiés pour leur tenir tête. Donc le général implore sa hiérarchie, insistant sur le caractère essentiel des obus numéro 20. Après avoir essuyé de nombreuses pertes, il voit dans le gaz moutarde la seule réponse possible face aux exactions de l'armée adverse. L'arme chimique devient un moyen de réplique jugé apte à combattre ce qui est décrit comme la cruauté et la sauvagerie de l'ennemi. À la fin de ce même télégramme, le général n'en reste pas là lorsqu'il exprime sa requête. Le général rajoute le post-scriptum suivant. On me communique à l'instant à Rabat qu'il vient d'y arriver une lettre de vous, notifiant que pour des raisons d'ordre général, l'envoi d'obus numéro 1 serait différé jusqu'à nouvel ordre. J'insiste plus que jamais pour demander au gouvernement de revenir sur cette décision. Tous les combats récents démontrent à l'évidence que c'est là le seul moyen d'atténuer nos pertes et soulager l'effort de nos jeunes troupes qui vont être de plus en plus éprouvées par les difficultés du terrain et par la saison. On peut donc dire sans le moindre paradoxe qu'il s'agit là d'une question d'humanité. Les procédés sauvages de nos adversaires qui n'hésitent devant aucune cruauté, devant aucun excès, comme j'ai dit plus haut, nous imposent vraiment le devoir de ne pas faire de sentiment à leur seul bénéfice et à notre entier préjudice. Donc là encore, l'arme chimique est présentée comme un moyen de préserver les vies de jeunes troupes déjà en passe d'être affaiblies. Le maréchal relève lui-même la contradiction de son plaidoyer où il invoque le recours à une arme qui enfreint des normes posées par la guerre juste, une arme réputée comme engendrant des maux superflus, c'est-à-dire des mots qui dépasseraient l'objectif de mettre hors de combat les soldats de l'ennemi adverse. À ce contresens, il choisit de le balayer d'un revers de main lorsqu'il soutient, on peut le dire sans le moindre paradoxe, s'il s'agit d'une question d'humanité. Pour lui, invoquer le recours à une arme réputée plus cruelle que les autres répond à un principe d'humanité. Et donc, suivant ce raisonnement, face à un ennemi qui ne semble reculer devant aucune extrémité, il ne faut reculer devant aucun moyen. Même s'il est vrai qu'en Europe, la norme autour de l'emploi d'armes chimiques est bien établie, elle ne semble pas trouver le même écho auprès des puissances impériales en contexte colonial. Les emplois d'armes chimiques ne semblent être condamnés que lorsque les victimes sont issues de pays victorieux et ou occidentaux. Et chez les puissances qui y ont recours, c'est la barbarie de l'ennemi qui permet de franchir le pas pour employer des armes chimiques sur le front, mais sa justification s'affaiblit une fois l'emploi d'armes chimiques réalisé. Cet emploi est en effet impardonnable et donne l'impression que la nation civilisée s'est d'abaisser à répondre à la barbarie par la barbarie, sans compter que l'adversaire n'est a priori même pas en mesure de répliquer. Les exemples d'emploi d'armes chimiques chez les populations colonisées mettent en lumière les limites et le peu de marge de manœuvre dont dispose la Société des Nations. Et quelques mécanismes d'action à sa portée ne sont d'ailleurs pas toujours mobilisés faute de volonté politique. Et en définitive, les sanctions exemplaires qui avaient été prises contre les Allemands après la Première Guerre mondiale ne s'appliquent pas aux grandes puissances. On va passer à la section suivante sur l'opinion publique face au recours à ces armes chimiques. Donc, à travers le monde, l'opinion publique ne manque pas de s'exprimer sur ces instances d'emploi d'armes chimiques, accoutumée réprouvée par la morale, qui de surcroît ont cours au moment même où se négocie le protocole de Genève concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. La première chose qu'il est possible d'observer, c'est que malgré les zones reculées dans lesquelles ces attaques prennent place et les efforts déployés par les puissances impériales pour les dissimuler, ces épisodes d'emploi d'armes chimiques sont régulièrement commentés à l'extérieur des pays concernés.
Donc, dans cet article qui est paru le 21 juillet 1925 dans la presse allemande, c'est un article en fait qui relate de la progression des opérations dans le RIF. On peut lire le passage suivant. L'emploi de ces gaz asphyxiants se heurte pareillement à de graves difficultés. Sans compter que le cloisonnement des versants montagneux localise fortement l'effet des bombes et des obus à gaz, il ne peut pas faire que la direction des courants aériens est généralement de haut en bas, l'air plus froid des hauteurs tendant à descendre dans le fond. Et comme les Français ne sont pas du tout en possession des positions élevées, mais qu'au contraire, ils se tiennent tout au plus sur les pentes, ils courent le grand risque de recevoir les vagues de gaz dans leur propre position. Similairement, quelques années après la guerre du Rif, un commentateur allemand évoque les emplois d'armes chimiques pour dénoncer cette fois l'hypocrisie des commentaires français. En fait, en Allemagne, il y avait eu un épisode en 1928 où une usine a eu des fuites de phosgène. Et cette fuite de gaz, elle avait attiré l'attention des autorités françaises parce que Paris s'interrogeait pour savoir si cet épisode contrevenait aux dispositions du traité de Versailles. Et on peut voir dans cet article qu'en fait, les Allemands ont utilisé ces épisodes au Maroc pour quelque part se défendre. Ici, l'auteur de l'article commente « L'étranger fait semblant aujourd'hui d'être très étonné de la catastrophe de Hambourg. Or, l'effet produit par le gaz phosgène à Hambourg n'est pas celui que produirait une seule bombe chargée de gaz. C'est avec ce gaz toxique qu'on a déjà brisé la résistance des Kabyles du Rif, et c'est ce même gaz que l'on emploie sans aucun scrupule contre les tribus rebelles de Libye ainsi qu'en Mésopotamie. Personne ne parle des horreurs qui se passent ainsi dans les villages du désert, que l'on peut sans aucune gêne s'y entraîner pour d'autres éventualités. » Donc, dans la même veine, mais il s'agit cette fois d'un commentaire plus général, toujours en 1928. Cette fois, c'est un député allemand qui s'exprime face au Reichstag et ses propos sont rapportés par un employé du Quai d'Orsay. Il rapporte que le député Stocker aurait affirmé que le protocole de Genève était la plus grande hypocrisie de la Société des Nations parce qu'aucun État impérialiste ne prend cette défense au sérieux et que le monde entier travaille fiévreusement à la production de gaz nocifs. Donc, on peut le voir, les emplois d'armes chimiques, ils sont rapportés dans la presse et ils peuvent parfois faire l'objet de commentaires sans pour autant générer un émoi particulièrement fort. Mais on sait aussi qu'Abdelkrim, ça a déjà été dit dans les précédentes présentations, il a beaucoup œuvré sur le plan diplomatique pour plaider pour la libération du Rif. Et parmi les acteurs qui lui ont accordé son soutien, certains n'ont pas manqué de relever l'emploi d'armes chimiques qui constitue un témoignage supplémentaire de l'injustice perpétrée par l'impérialisme. Dans cette note du 3 septembre 1925, le député britannique pacifiste Arnold Lupton déclare, c'est ma traduction, donc c'est peut-être pas tout à fait exact, on aurait pu croire que ces trois nations chrétiennes, donc il parle de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni, auraient pu trouver une manière plus noble et désintéressée de dépenser leurs ressources et leur argent. Pourquoi ne pas accorder aux Rifins le droit de récupérer leur cas à la Société des Nations? Nous affirmons tous vouloir œuvrer pour la paix. Cette mésentente ne devrait pas se régler par des méthodes désuètes de déclaration de guerre, mais par l'arbitration. N'est-il pas question de ces trois grandes nations chrétiennes qui laissent les Rifins mourir de faim, les bombardent, mettent le feu à leurs champs avec des bombes incendiaires, assassinent femmes et enfants sur leur chemin au marché, et il cite ensuite d'autres types de violences. Donc ici, le pacifiste oppose valeurs chrétiennes et attitudes belligènes pour dénoncer l'impérialisme, et il ne manque pas de relever l'emploi d'armes incendiaires parmi les instruments de la violence coloniale. De la même manière que les pacifistes en Occident avaient brandi le spectre de l'arme chimique au service du militantisme pour la paix,
Ceux qui condamnent l'impérialisme reprennent à leur compte l'emploi d'armes chimiques pour défendre leur cause, celle de la liberté et du droit à l'autodétermination. Donc, pour conclure, pour répondre à ma question de départ, quelles sont les modalités qui conditionnent l'emploi d'armes chimiques? La réponse est encore à déterminer, mais d'après mes premières recherches, c'est paradoxalement ceux qui sont les plus proches du terrain, ce sont les militaires qui se sentent le plus à l'aise avec le recours à l'arme chimique. Mais évidemment, c'est à nuancer puisque la culture militaire joue beaucoup aussi dans cette aisance à avoir recours à l'arme chimique. Et pour ce qui est des populations qui sont un peu plus en retrait, l'imaginaire en fait joue énormément. Il y a aussi la légende noire de l'arme chimique qui fait que parfois les effets vont être exagérés par rapport à ce qu'ils sont réellement. C'est ce qui conclut la présentation. Bien, je laisse donc la parole aux ceux qui ont des questions à poser. Puis une remarque, parce que vous avez un point qui est important, et c'est une question qu'on s'est posée en organisant le colloque, c'est quand même la question de l'effectivité ou pas de l'utilisation des armes chimiques par l'armée française dans le Rif. C'est quand même une question qu'on peut poser. Qui a été posée au SHD, et je parle sous le contrôle de Géraud Létang qui travaille au SHD, et la réponse du SHD a été... je crois que d'ailleurs la question a été posée par le Maroc. Je crois me souvenir, peut-être que Géraud pourra nous en dire un mot. Sur cette question-là, et moi pour aussi prolonger ce que vous avez dit, j'ai aussi des choses dans les archives, notamment les appels répétés d'Alfred Le Châtelier, qu'on a un peu oublié, un peu un ancêtre de Robert Montagne, qui était au Collège de France à ce moment-là, spécialiste, je ne sais pas quel est le nom de sa chaire au Collège de France, mais il est spécialiste de droit musulman, enfin je ne sais plus. Et dans ses courriers de sociologie musulmane. Et dans ses courriers au colonel Hulot, qui est le chef des renseignements, et à Lyoté également, il leur dit, mais envoyez de l'hypérite. Envoyer des grenades à l'hypérite sur les souks pour faire croire à la colère des saints. Enfin, vraiment, il y a une instrumentalisation à la fois, je dirais, ethnographique et chimique, assez particulière. Et autrement, dans les archives également du SHD, on trouve, alors ça ne veut rien dire, mais il y a des circulaires qui sont envoyés au commandant de cercle en leur disant, attention, une décision a été prise à la SDN. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, cette circulaire? On peut aussi se poser la question. Donc, finalement, c'est un peu une question qui est pour tous les deux. Peut-être que Géraud aurait des choses à dire là-dessus. Et Aurore, est-ce que vous êtes tombé sur des signes, des traces de l'effectivité possible de ces bombardements dans le Rif? Par l'institution ou par les chercheurs? Allez-y. Donc en fait, moi non plus, je ne suis pas spécialiste de la guerre du Rif, mais la question de l'effectivité de l'arme chimique elle se pose dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Et donc les chercheurs sont plutôt divisés là-dessus. Ça dépend en fait de ce qu'on entend par effectivité. Si au niveau du nombre de victimes, pareil pour les victimes, est-ce qu'on compte les morts, est-ce qu'on compte les personnes qui sont incapacitées? En fait, l'arme chimique ne tue pas beaucoup, mais c'est incapacitant. Enfin, les gens se mettent à tousser et ça peut parfois avoir des répercussions sur le long terme. Mais il y a aussi l'aspect psychologique qui est quand même assez fort. En fait, les soldats deviennent vraiment paranoïaques, se demandent si, même si ils sont dotés de masques à gaz, s'il n'y a pas un nouveau gaz qui aurait été créé, qui pourrait s'infiltrer à travers leur masque. Donc, c'est la question de l'effectivité. Des signes de l'utilisation par les armées françaises dans les archives, vous avez vu des choses? Pas encore, mais c'est un spécialiste de l'arme chimique, Le Pic, qui lui en parle dans certains de ses articles. J'ai vu d'autres historiens en parler, mais c'est jamais vraiment développé. Je sais qu'il y a un certain moment, oui, aux archives a été un enjeu, puis moi j'aimerais déterminer justement, voir si ça l'est toujours. Affaire à suivre. Étant là-dessus, là aussi, du haut de mon incompétence sur le RIF et sur les fonds.
En fait, sur la question de l'effectivité, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est que, par exemple, on est beaucoup plus renseigné dans ce que j'ai vu comme fond, en tous les cas. Et il m'en manque beaucoup. Et sans doute, vous aurez la réponse à la table ronde sur les archives. Enfin, des compléments à ce que je vais vous dire pourront vous être apportés à la table ronde sur les archives. En fait, il y a beaucoup de sources concernant l'artillerie. On est renseigné. Donc, en fait, la question, c'est à qui vont ces obus, ce qu'on ne voit pas là. Déjà, je pense qu'une bonne, telle qu'on comprend les archives, mais évidemment, c'est des archives où on voit qu'il y a une forme d'improvisation, vu qu'ils sortent des conventions, par définition, ils ne vont pas faire des comptes rendus d'une précision extrême. Hein. Donc là aussi, c'est aussi pour ça qu'on est réduit aux hypothèses, c'est que beaucoup de ces armes chimiques vont être transférées aux armées espagnoles. Après, peut-être qu'ils s'en sont servis, hein, ça, c'est pas impossible du tout, mais en tous les cas, dans les sources françaises, comme ça, je peux pas te dire, il y a un fond où on mentionne très clairement ça. Mais après, en fait, le problème, c'est que ces sources vont apparaître. L'idée de ces gaz vont apparaître dans la troupe sous forme de peur, comme Aurore vient de dire, mais en soi, sur l'effectivité, vu qu'il y a un mélange d'improvisation, d'aiguise et tout ça, en tous les cas, nous, dans les fonds que j'ai pu faire, hein, ce qui ne sont pas, je le répète encore, tous les fonds du SHD hein, en la matière, en tous les cas, l'impression que ça donne, c'est que les demandes peuvent être faites, mais il y a un transfert à l'Espagne. Je crois que nous avons plusieurs questions dans le chat. Alors, parmi les questions, une question sur l'éventuelle participation de l'armée marocaine, mais qu'est-ce qu'on entend par là contre les Rifains. Donc évidemment, ça n'a pas de sens, mais il faut se mettre d'accord sur les termes. Voilà. Qu'est-ce que l'armée marocaine? Et en particulier, on verra demain matin d'ailleurs cette question avec les aviateurs sous le drapeau marocain. Et une question sur les répercussions psychologiques de l'utilisation des bombes à gaz sur les Rifains et notamment sur les témoignages. Et ça, c'est une question peut-être. Je sais qu'il y a des associations marocaines qui militent pour la reconnaissance de ces épisodes dans le cadre chimique. Donc, il y a certainement des témoignages oraux qui existent, mais évidemment, moi, ce n'est pas des archives vers lesquelles je suis allée encore, puisque je m'intéresse plutôt au cas français. Mais oui, je sais que ça existe, mais je n'en connais pas précisément. Alors, des questions sur l'Espagne, effectivement, où là, on sait qu'il y a eu utilisation d'armes chimiques. Bon. Quelqu'un pose la question partant du fait que l'Espagne a utilisé des armes chimiques. Est-ce qu'il y a pu y avoir justement une forme de délégation franco-espagnole sur l'utilisation des armes chimiques? En fait, est-ce que l'Espagne aurait utilisé, pour éviter à la France de le faire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu concertation? En fait, il y a eu un approvisionnement français les Français ont fourni des armes chimiques aux Espagnols. Il y a aussi les Allemands en fait, qui avaient aidé les Espagnols à mettre en place leur usine de fabrication. Et ensuite, est-ce que... Je ne sais pas, honnêtement. François, il faudrait poser la question en espagnol. Est-ce que tu pourrais traduire? Je vais essayer. Merci beaucoup.
Una pregunta sobre la utilización de las armas químicas y especialmente sobre la justificación de los argumentos a favor y contra el uso. Concretamente, me gustaría saber, en el Ejército Español hay un... Lo entiende perfectamente. Perfectamente. Pero para la sala, habrá que... Ah oui, bon, donc il aborde la question de la justification des armes, de l'emploi des armes chimiques. Concretamente, en el Ejército Español ocurre que hay justificación en contra de utilizar armas químicas, pero precisamente porque esto hacía que las batallas se ganaran más fácilmente y esto impedía que los generales españoles consiguieran más méritos de guerra. Me gustaría saber si este paradójico caso también se han podido encontrar en el ejército francés o no es el mismo caso. ¿Dónde aparece? ¿En el código militar o en los en fuentes internas y también en opiniones en la revista de tropas coloniales, etcétera? Hay casos en los que se aboga por no usar armas químicas porque eso hace que se gane la guerra demasiado rápido. Donc en fait, il y a dans des sources internes à l'armée, on incite à ce que l'on emploie pas du tout les armes chimiques, car en fait l'emploi des armes chimiques permet de terminer rapidement les batailles et de permettre à certains gradés d'obtenir des récompenses. Decoración, etc. Donc, si esto es al final de tu pregunta, ¿qué era? Es decir, en el ejército francés. Est-ce qu'on retrouve ça dans l'armée française? Est-ce qu'on veut les empêcher d'employer finalement des armes chimiques parce qu'il y a des questions internes à l'armée liées aux différents grades, accès pour l'instant, au fonctionnement interne de l'armée, hein, c'est ça. C'est ça, moi, pour l'instant, j'en ai pas connaissance. Les archives militaires que j'ai consultées, c'était vraiment des bribes, des tout petits extraits. Donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment pu trouver d'éléments qui parleraient des armes chimiques de manière aussi explicite. Par contre, dans l'opinion publique, c'est plutôt dans l'article que je mentionnais au début sur la presse parisienne. En fait, il y a plusieurs députés qui, au contraire, disent qu'il faudrait abréger la guerre et donc pour ça, il faudrait employer des armes chimiques pour sauver des vies françaises et que, voilà, faire en sorte que le conflit... Oui. Moi, j'avais une question. Et finalement, est-ce qu'il y a des mobilisations en France dans les partis ou syndicats contre cet emploi des armes chimiques, contre le ravage ou conséquences de cette guerre? En fait, ça va être plutôt, oui, du côté des communistes. Là, on avait un peu plus à cœur le sort des Rifains. Je sais qu'il y a certains journaux communistes qui ont essayé d'en faire la couverture et Après, le lectorat n'était peut-être pas forcément touché ou ne se sentait pas forcément concerné par des enjeux qui étaient aussi lointains. Mais sinon, oui, il existe des... Réaction. Oui. Parce que finalement, ce que vous décrivez là, ça génère aussi, puisqu'on en est dans les représentations, une réactualisation de la représentation de la Première Guerre mondiale. Oui. Donc c'est aussi peut-être... ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, des remarques, mais pas qui... Si je peux compléter ce qui vient d'être dit, dans ce qui a été dit à l'instant, c'est que aussi ça peut être des réactions liées à Paul Painlevé, puisqu'il était au pouvoir durant la Première Guerre mondiale et comme ministre de la guerre, c'est lui qui va développer les armements, notamment tout ce qui est les aspects scientifiques. Et donc par conséquent, y aller sur l'utilisation des gaz peut avoir un effet politique, c'est-à-dire soit pour défendre Painlevé et essayer de ressusciter son image de chef de guerre dans certains cercles colonialistes, soit au contraire
mettre le doigt sur ce que l'opinion publique métropolitaine lui reprochait pendant la guerre, c'est-à-dire l'usage des armes chimiques et le côté chemin des dames, entre guillemets, qui faisait partie de l'image de Painlevé auprès de l'opinion publique. Je vous en prie, allez-y. Pour Géraud, une remarque d'abord sur l'imaginaire de la virilité du guerrier berbère. Il faut bien signaler effectivement qu'il y a tout un imaginaire déjà sous Vichy, on le voit sous la France libre. Il faut aussi rappeler qu'en fait, ça commence évidemment avant, et ça commence dans les années 1910, notamment dans les affrontements dans le Moyen Atlas, la guerre des Ayanes, qu'on a oublié parce qu'elle a été recouverte par 1914, et que là commence déjà à se cristalliser tout un discours sur les races guerrières, finalement, marocaines, qui ont un peu le relais, hein, c'est vrai, des tirailleurs sénégalais. Et une question qui n'a absolument rien à voir, tu parlais finalement de... Est-ce qu'on peut essayer de mesurer le nombre de grands chefs militaires qui sont passés par le RIF et qui sont là en 1940? Et est-ce que, en imaginant qu'ils soient très nombreux, est-ce que De Gaulle s'est senti un peu isolé? Parce que lui n'a pas fait du RIF. Alors, alors, je vais répondre à ton premier point tout à fait. Hein. Je m'étais concentré sur le propos, mais bien entendu, en matière d'imaginaire colonial, c'est toujours une réactualisation de choses bien insérées. Et oui, dans la théorie raciale que je mentionnais dans les colonies de la France libre, il y a des sous-catégories, hein, notamment concernant le Maroc, avec notamment une vision à la fois politique, raciale et coloniale des différences entre les populations urbaines, les populations des plaines et des populations des montagnes. Enfin, tout ça se décline. Donc, tu as tout à fait raison de le rappeler. Alors, concernant De Gaulle, alors ça, c'était... Alors, De Gaulle ne se sent pas très seul, entre guillemets, parce que lui va activer d'autres imaginaires coloniaux. Malgré tout, il cherche... alors, ça, tu mets le doigt d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je vais quand même le dire, sur un des mythes des origines de la France libre. Quand on regarde beaucoup de l'historiographie de la France libre, il y a l'idée que les officiers qui étaient proches de Lyautey ont rejoint la France libre parce qu'ils ont eu un anti-pétainiste avant Pétain, avant Vichy. Qu'ils n'avaient plus aucune illusion sur le personnage et que donc avoir été dans l'entourage de Lyautey, ça permettait de dire, voilà, on est vacciné contre Pétain. Alors, c'est-à-dire que pour dire ça, on se fonde sur deux cas. Celui de Catroux et celui, donc le général Catroux, et celui de Gaston Palevski. Or, quand on regarde leur fonds privés, leur refus de la défaite est plus lié au fait qu'ils connaissent De Gaulle d'avant la guerre qu'au fait qu'ils détestent Pétain. Donc, le clivage Lyautey-Pétain, dans les officiers, on ne le retrouve pas de manière aussi nette que l'historiographie le laisse entendre. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que dans l'entourage de Lyautey, il y avait Noguès, il y avait Juin, et vous allez les retrouver très fidèles à Vichy dans la foulée, voire même opposés à la France libre. Hein. Donc, il y a ça. Alors, concernant De Gaulle, malgré tout, il y a un truc intéressant, c'est qu'on voit apparaître parfois une phrase de Gaulle qui était l'idée de dire Pétain, que De Gaulle aurait dit en 1940, pour moi, Pétain est mort en 1925, sous-entendu quand il a accepté d'aller au RIF à la place de Lyautey. Alors, en cherchant quand était apparue cette anecdote sur De Gaulle, en essayant de remonter, je me suis aperçu qu'elle commence à naître à partir de 63. Et ce qui est intéressant, c'est que 63, c'est le moment où la dépouille de Lyautey est transférée aux Invalides. Sur ordre de Gaulle, mais sans la présence de Gaulle. Donc, est-ce que c'est là, dans une période de la décolonisation, de dire « je garde malgré tout un maintien de l'héritage impérial à travers la figure de Lyautey », je ne sais pas. Alors après, je te livre ça comme une hypothèse de travail, hein, mais c'est quand même assez intéressant de voir cette apparition pile à ce moment-là.
questions? Il y en a une autre? Non. Bien, donc on peut lever la séance. lever la séance. Alors, merci pour le public, demain, ceux qui veulent revenir en deuxième séance, c'est en salle Germaine-Quillon, le bâtiment C, au bout du... Et on remercie l'ensemble des personnes qui se sont connectées, voilà, qui ont été d'une constance rare toute l'après-midi. Merci infiniment. Merci à vous tous. Merci.